Plus. Super. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est ici pour vous parler de Saveur de France, qui est une petite entreprise. On est une équipe de techniciens du groupe RDL. Je me présente, je suis Marianne Fisset. Monsieur Thomas Caillouette. Étienne Langevin. Donc, tout d'abord, comment ça va se dérouler aujourd'hui? Premièrement, on va vous faire part de quelques faits saliants de l'entreprise, pour ensuite y aller plus en profondeur avec la situation actuelle dans laquelle elle se trouve. Ensuite, on va établir le mandat du pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. On va faire part de quelques corrections comptables qui se sont dictées par rapport à notre observation d'aujourd'hui. Ensuite, nous allons vous présenter les états financiers corrigés ainsi que le bilan. Nous allons faire part de la valeur de l'entreprise. Puis ensuite, nous allons Comparer la situation financière de certains de l'entreprise. Ensuite, nous allons analyser l'offre d'achat que nous avons reçue, puis ensuite analyser l'offre de sous-traitance aussi que nous avons reçue, puis pour ensuite vous faire part de nos recommandations finales. Donc, les faits saillants. L'entreprise est active depuis 2014. Deux propriétaires retraités sont à la tête de celle-ci. L'idée de base de l'entreprise, en fait, c'était de créer des sachets de légumes et d'herbes déshydratées, sans sel ajouté, sans sucre, sans agent de conservation, afin de rehausser les saveurs. Donc ça, c'était pas mal la vision et la mission de l'entreprise dès le départ. La situation actuelle. Les forces que l'entreprise a dans ses poches, c'est qu'il y a peu de concurrents vu les exigences auxquelles elle s'y réfère. Il y a une grande clientèle qui son produit qu'elle offre. Ensuite, les faiblesses auxquelles elle fait face, c'est qu'elle ne dispose pas suffisamment de place pour augmenter sa production. Fait qu'elle peut produire, mais il y a un manque, il y a une restriction au niveau de l'emplacement. Les opportunités, il y a effectivement une forte demande pour le produit que l'entreprise offre. Puis finalement, une menace, c'est qu'il y a présentement de l'inflation importante dans l'industrie alimentaire. Donc, le mandat, pourquoi on est ici aujourd'hui, nous allons premièrement vous fournir des recommandations comptables quant à l'année financière qui s'est écoulée. Ensuite, nous allons analyser la situation financière actuelle de l'entreprise. Puis ensuite, comme j'ai dit précédemment, on va analyser l'offre de vente qu'on a reçue, puis l'offre également de sous-traitance. Puis ensuite, on va vous faire part d'une recommandation globale finale. Donc, pour la première correction comptable, on avait comme mandat, d'abord, d'évaluer de redresser les états financiers, pardon. Donc, nous avons vu quelques erreurs avec les informations que nous avions. Donc, la première correction comptable vise à la radiation de l'ensacheuse industrielle numéro 1. On a eu comme information que l'ensacheuse était non, on ne l'utilisait pas pour l'industrie. Donc, nous avons tout simplement radié et ça a créé de la perte sur disposition qui a fait diminuer le bénéfice net. Pour la deuxième correction comptable, celle-là vise les ventes non réalisées. On avait un distributeur qu'on avait un contrat de 50 000 sachets avec lui. Cependant, on a juste vendu 10 000 sachets. Donc, nous avons débité le client pour diminuer les clients et diminuer les distributeurs. Pour le stock à la fin, il y avait, pour la troisième correction comptable, il y avait la radiation sur les ingrédients qui ont été périmés. Il n'y a aucune correction comptable qui a été faite en date de l'exercice, à la fin de l'exercice. Donc, on a débité le stock à la fin de matières premières, puis on a crédité le stock. Pour la quatrième correction comptable, ça vise les assurances. Les assurances ont été payées au 1er septembre. Donc, on a juste simplement 4 mois en 2024. Donc, le reste est en assurance payée d'avance. Pour la cinquième, dans le fond, Mme France elle se demandait s'il y avait une correction comptable qu'il fallait faire sur le crédit d'impôt à l'investissement. Cependant, il n'y a aucune correction comptable qu'on a faite parce que nous, on a jugé que le coût d'acquisition au comptable était vraiment ce qu'on a vraiment payé pour la nouvelle ensacheuse, donc 32 000, mais au niveau fiscal, le coût d'acquisition va être diminué
Donc, les états de résultats corrigés. Donc, on a refait complètement les états de résultats. On peut voir que la marge bénéficiaire brute est vraiment plus haute, ce qui fait diminuer le bénéfice avant impôt. Ici, si on voit le bénéfice avant impôt versus en 2024 non corrigé et ensuite à corriger, il y a quand même un grand écart entre 63 000 et 275 000 $. C'est quand même une grosse perte de plus qui a été faite. Pour le bilan corrigé, on avait, dans le fond, il y a plusieurs comptes qui ont été affectés, dont le compte client. Ils ont vraiment été diminués de 183 000 $. Il y a eu des taxes à recevoir suite aux baisses de distribution, des distributeurs. Après, il y a les stocks d'une radiation de 45 000 $. Et ainsi, les impôts sur le bénéfice à recevoir, ils ont vraiment été augmentés suite à la grande perte. Donc, la valeur on avait deux options pour déterminer la valeur de l'entreprise. La première valeur, c'était les ventes, 0,75 des ventes, ce qui nous donne à peu près 720 000 $. Puis on a donné une petite fourchette pour l'entreprise entre 700 000 et 740 000 $. Il y a aussi une deuxième option, soit c'était les actifs moins les passifs. On peut apercevoir que c'est un résultat négatif, donc c'est pas représentatif pour l'entreprise. Ensuite, là, on avait comme mandat, dans le fond, d'analyser la situation financière actuelle de l'entreprise en comparant les ratios de l'entreprise des Savoirs de France versus la moyenne du secteur. Puis là, bon, on peut voir, ça fait un peu peur. Là. Il y a beaucoup de ratios qui sont négatifs ou des ratios de liquidité sont très faibles. Cependant, là, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a des commissions comptables qu'on a faites que c'est pas récurrent. Donc, dans une situation plus normale, puis on peut le voir là, malheureusement, on ne peut plus l'inclure parce qu'on n'a pas l'espace dans la présentation, mais les états financiers des années antérieures, donc les exercices terminés en 2022 et en 2023, on avait des marges qui étaient positives. Puis au niveau des liquidités, on était beaucoup moins serré. Là. Donc, tout ça pour dire là, que, puis en plus, avec les recommandations qu'on prévoit vous émettre, on pense que la situation financière de l'entreprise peut grandement s'améliorer. Actuellement, c'est pas top, mais il y a place à amélioration. Ensuite, on a reçu une offre d'achat concernant l'entreprise de 625 000 $. Puis on voulait, dans le fond, on a analysé ça de manière qualitative et quantitative. Au niveau du qualitatif, donc c'est une certaine Mme Sophie qui nous fait cette offre-là. Elle partage nos valeurs. Donc, les valeurs de l'entreprise, on l'a dit un peu plus, on l'a dit avant, c'était d'offrir des produits sans sel, sans sucre, sans agent de conservation. Puis, Mme Sophie qui nous fait cette offre-là partage ces valeurs-là. Ensuite, Mme France, qui était une retraitée avant de partir de son entreprise en 2013, ben là, on est 11 ans plus tard, ça se peut qu'elle souhaite prendre du temps pour elle et son mari, donc ça lui permettrait de prendre sa retraite. Cependant, ben, l'offre de Mme Sophie est d'acheter l'entreprise en entièreté, donc à 100%, ce qui fait qu'elle devrait se départir de l'entreprise, ce qui peut être difficile émotionnellement, lorsqu'on crée une entreprise de zéro, de s'en départir au complet. Ensuite, d'un point de vue quantitatif, dans le paiement, dans le fond, Mme Sophie ferait une mise de fonds de 100 000 $, puis elle irait chercher du financement extérieur à hauteur de 400 000 $. Donc, on recevrait 500 000 $, ce qui correspond à peu près 80% de l'offre qu'on aurait immédiatement dans nos poches. Ensuite, on aurait une balance de prix de vente qui, elle, serait financée sur 5 ans à taux de 4%. Donc, on aurait 125 000 $ qu'on recevrait après 5 ans, parce que c'est les intérêts qui sont seulement exigibles au paiement, puis le capital est seulement exigible à la fin de 5 ans. Donc, ça ferait 5 000 $ par année en rendement de cette balance de vente-là, ce qui est 4%, c'est pas super élevé. Puis, on a une offre plus basse que la valeur qu'on vous a dit précédemment, qu'on a une fourchette entre 700 et 740 000 $. On est à 625 000 $. Cependant, ce qu'il faut dire, c'est que Mme Sophie, bon, son prix est ferme, mais elle est prête à négocier les conditions de la vente. Donc, le 4% ici, on pourrait venir la négocier, d'augmenter à, nous on avait visé entre 5 et 6 %, sachant qu'actuellement, les taux sont autour de 7,5 %, donc ce serait quand même avantageux
pour Mme Sophie de venir emprunter à entre 5 et 6 %. Puis nous, ben, ça nous augmenterait notre rendement sur la base de prix de vente. Puis pour ce qui est de l'offre plus basse, c'est sûr que là, on se base sur les ventes. Mais comme vous avez pu voir, l'entreprise n'est pas dans une super posture financière actuellement. Là. Donc, ça pourrait justifier en fait qu'on accepte une offre plus basse. On ne sait pas si on serait capable d'avoir en fait le prix qu'on a évalué là, si on se base uniquement sur les ventes. Ensuite, on a reçu une note de sous-traitance de l'entreprise ATAB Inc. Donc, eux dans le fond, l'entreprise, au niveau des ventes, ça se porte moins bien. Donc, ils ont comme une capacité de production excédentaire qui pourrait produire nos sachets à nous, en fait. Donc, ils ont comme un peu le contrôle de nous. Là, on a beaucoup de clients, on est pas capable de produire. Eux, ils n'ont pas beaucoup de clients, mais beaucoup de capacité de production. Donc, au niveau qualitatif, ce serait avantageux pour nous, parce que ça réglerait un autre problème. Cependant, il y a comme un clash au niveau des valeurs. C'est-à-dire qu'eux achètent leurs fournisseurs en fait, d'ingrédients. C'est des ingrédients qui sont riches en sel, en sucre, en agents de conservation, ce qui n'est pas le cas de nos produits à nous. Puis, en fait, ouais, je voulais le dire, mais dans l'offre, c'est comme une offre clé en main, c'est-à-dire que l'entreprise ATAB Inc. Produit avec toutes ses ressources. Donc, ses fournisseurs, c'est son matériel, son local, ses ressources humaines qui seraient utilisées. On n'a pas de contrôle là-dessus non plus. Puis, au niveau du développement durable, c'est pas super non plus parce que les fournisseurs de ATAB Inc., c'est des fournisseurs étrangers, donc on s'est allé du Chili et de l'Amérique du Sud, ce qui fait qu'il y a beaucoup de frais de transport. Donc, au niveau environnemental, c'est pas super non plus. Ensuite, d'un côté quantitatif, là, eux, ils nous offrent de nous vendre en fait nos sachets 3,45, puis ils récolteraient 25 % du prix de vente. Donc, le prix de vente, Mme France, historiquement, a toujours vendu ses sachets à 5 $. Donc, ce qui veut dire que ça nous coûterait 4,70 $ par sachet. Puis nous, on pense pouvoir vendre 200 000 sachets par année. Donc, ça nous ferait un 60 000 $, presque net, en fait, puisque c'est comme un forfait clé en main. Il y avait juste des frais de distribution qu'on a assumés. Donc, ça nous ferait un 60 000 $ de plus par année. Donc, à la lumière de tout ça, ce qu'on vous recommande, on serait prêt à accepter l'offre d'achat. Comme on vous dit, par contre, on pourrait venir négocier le taux d'intérêt de la balance du prix de vente pour venir chercher un rendement supplémentaire. Puis, même si l'offre est légèrement moins élevée que notre fourchette de prix établie, on pense que ça a quand même du bon sens vu la situation actuelle de l'entreprise au niveau des liquidités et de la profitabilité. Pour ce qui est du projet de ATAB Inc., on le mettrait de côté. On ne pense pas que ça viendrait se jumeler avec la vision de notre entreprise. Donc, on ne pense pas aller d'avant ce projet-là. Puis, pour pallier à ça, nous, on pense que d'augmenter le prix de vente des sachets, donc France a toujours vendu ses sachets 5 $, elle pense que c'est pour ça que ses clients viennent acheter. Sauf qu'avec l'inflation, à un moment donné, ça ne marche plus. On n'a pas le choix d'augmenter le prix de vente. Puis, on pense que ça a des conséquences négatives, puisque là, en ce moment, on a une demande qui est beaucoup trop grosse pour l'offre qu'on est prêt à donner. Donc, en augmentant le prix, ça réduirait le nombre de clients potentiels, le nombre de clients qui achètent resterait sensiblement le même. Donc, on pourrait venir augmenter notre rentabilité et régler notre problème de rentabilité et potentiellement de liquidité. Donc, pour conclure, nous étions ici pour vous faire des recommandations quant aux deux offres que nous avions reçues, l'offre d'achat et l'offre de sous-traitance. Nous avons fait une vague de ce qui s'était passé avant. Ensuite, nous avons établi la valeur de l'entreprise entre une fourchette de 700 000 et 740 000. Puis, finalement, l'offre qui était recommandée, que nous trouvions la meilleure pour les saveurs de France, c'était l'offre d'achat, celle de Sophie, puisqu'elle rejoint beaucoup plus la vision de départ de pourquoi l'entreprise a été créée. Donc, c'était notre présentation quant à l'entreprise des saveurs de France. On vous remercie beaucoup de notre écoute, puis ça nous a fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Parfait. Donc, la période de questions, 5 minutes. À vous la parole. On ne change pas de recette gagnante. Excellente présentation. Merci beaucoup.
Me permettez-vous de poser une question? Parce qu'il y avait une demande au niveau du réseau de distribution. France s'interrogeait à savoir s'il devait poursuivre ou pas ses déplacements dans les salons. Selon vous, avec les données qui étaient présentées, est-ce que c'était justifié de faire autant d'efforts marketing? Oui, c'est vrai qu'on est passé là-dessus. Si on revient aux états financiers, en fait, on n'a pas de comparatif. On revenait pareil. On peut voir que ces dépenses, en fait, ce mode de distribution-là de marketing engendre quand même des coûts importants là, pour ce qui est des représentations, la publicité, on avait aussi les frais de déplacement. Puis là, malheureusement, on n'a pas le comparatif, mais on peut voir que ces dépenses-là ont beaucoup augmenté face à 2023. Donc, ça contribue là, à la diminution de notre marge brute, notre marge nette. Donc, on pense qu'on serait capable de répondre à la demande avec des canaux de distribution alternatifs. Puis moi, si je peux me permettre, avant la pandémie, c'était France disait que c'était un canal de distribution qui était vraiment populaire parce que les gens n'étaient pas portés beaucoup à acheter en ligne, mais après la pandémie, les ventes étaient 60% faites en ligne. Donc, on croit que le déplacement n'est pas obligé d'être autant large que ça. Oui, ça peut être fructifiant aller à la rencontre des gens pour tisser des relations avec la clientèle, mais peut-être pas obligé d'aller partout comme où les distributeurs sont. Puis on voit également aussi en termes de proportion dans les ventes, là, les ventes web sont 4 fois plus élevées là, que les ventes physiques. Donc on pense qu'on pourrait miser là-dessus et garder notre rentabilité, en fait, augmenter notre rentabilité en misant là-dessus. Merci. Vous m'avez parlé d'augmenter justement le prix de vente de mes produits, puis en même temps, vous voulez possiblement qu'on vende l'entreprise. Est-ce que vous augmenteriez le prix de vente avant de vendre ou vous conseilleriez peut-être plus à Sophie au moment de votre accompagnement de 4 mois d'augmenter le prix de vente? Oui, on pense que c'est une recommandation pour l'entreprise en général, peu importe c'est qui le propriétaire de l'entreprise. Plus c'est des recommandations qu'on fait. Si vous décidez toutefois de garder l'entreprise, ce serait à vous d'augmenter le prix de vente. Si on décide de penser le flambeau pour l'entreprise, ce serait à Sophie. On ne pense pas que ça aurait un impact en fonction de qui est le propriétaire. C'est vraiment plus une recommandation là, pour l'entreprise en tant que telle. Merci. Une question en lien avec une collègue. Comme vous dites, on a augmenté le prix de vente, là. Est-ce qu'on augmente, on passe à 50$ le sachet? Comment que vous analysez ça? Parce que c'est comme vous, les experts, comment qu'on évalue ça? Oui, là, c'est sûr qu'on n'avait pas les données en termes de combien de clients potentiels on a versus le nombre de commandes qu'on n'est pas capable de répondre. On n'avait pas énormément de données là-dessus. C'est sûr qu'on ne fait pas un x10 non plus. On pourrait y aller avec une stratégie de prix, d'augmentation de prix graduelle. Je pense que c'est de passer, mettons, de 5$ à 10$ tout de suite, ça pourrait brusquer nos clients qui, historiquement, ont acheté pendant 11 ans à 5$. On augmenterait graduellement, peut-être 50 sous ou même peut-être 1$ du sachet, voir tranquillement la réaction face à nos ventes qu'on vient de conclure. Donc, voir si la demande est élastique vis-à-vis ça ou non. Là, vous avez dit pour le crédit d'impôt qu'il n'y avait rien à comptabiliser, mais à un moment, je vais recevoir 6 000 $. On est avec ce crédit-là. Comment que je vais comptabiliser ça, moi, dans mes livres? Ben, en fait, ça va aller avec les acomptes que vous avez fait au courant de l'année. L'écriture d'impôt à la fin de l'année, on a reçu un remboursement si on a donné plus d'impôts. Mais je vous dirais que nous, on a estimé qu'on n'avait pas à faire de compte à recevoir des crédits là-dessus. OK. Puis, là, dans les ratios, on a vu qu'il y en avait un, ma marge brute de moins 6 %. Ça représente quoi en termes de ratio? Ben, en fait, c'est qu'on perd 6 sous pour chaque dollar de vente brut. Donc, ça veut dire que les ventes moins le coût des ventes directement, donc les achats et tous les coûts qui se dirigent reliés aux achats directement. Donc, on perd de l'argent à vendre. Si je comprends bien, à chaque dollar pour une vente, mes coûts reliés à ça, ça fait en sorte que je suis tout le temps négatif. À chaque fois que je vends un produit, je suis tout le temps négatif, ça peut me dire. Oui, exactement. Sauf que. C'est alarmant. Oui, tout à fait. Sauf que, comme j'ai dit précédemment, là, ces ratios-là incluent des corrections comptables qui ne perdureront pas dans le temps. Donc,
notamment la correction qui a fait mal, c'est la radiation des stocks là, de 45 000. On ne radira pas des stocks à chaque année qui sont désuets. La période de questions est terminée. Merci. Merci. Merci.